Réflexion citoyenne 3. L'Union européenne. Quitte ou double? 1. Une noble cause de principe. Sur le parchemin usé de la grande histoire du vieux continent, l'inconscient collectif, nourri des malheurs encore trop récents du XXe siècle, dont les traces restent hélas palpables dans la plupart des familles de nos concitoyens, fait naturellement souhaiter à tous les peuples un avenir plus serein sans que plus aucune guerre d'envergure mondiale ne vienne à nouveau décimer les populations et dévaster leur territoire. C'est pourquoi, dès la fin du dernier conflit intra- et intercontinental, les gouvernements des diverses nations européennes, seuls responsables de la disproportion des atrocités passées par la manipulation des foules via la propagande, ont très judicieusement entrepris de promouvoir l'idée européenne en partageant enfin des intérêts communs et des valeurs communes, tandis que les peuples, sonnés et repus de sang inutilement versés, se sont trouvés paradoxalement rapprochés par les souffrances partagées bien malgré eux sur l'autel du nationalisme exacerbé. À la façon d'un pendule, les horribles extrémités atteintes au pire moment de la guerre n'ont fait que stimuler un commun désir de paix, de respect, permettant en particulier aux Français et Allemands de fraterniser avec une étonnante facilité, sitôt ces derniers libérés de leur cauchemar nazi. Ainsi, l'Europe est-elle bien née d'un idéal pacifiste assumé par ses pères fondateurs, dans le noble objectif de mettre en commun autant d'outils de développement et de projets communs que possible, sur un principe gagnant-gagnant, permettant à tous les pays participants de profiter très logiquement d'une plus grande échelle de rationalisation, de même que sur la base de domaines aussi concrets que ceux du charbon et de l'acier, puis bientôt de l'agriculture et du commerce. De fait, cela supposait également l'association de pays relativement comparables en termes de développement économique et social, comme à l'époque de l'Europe des Six, dont le mouvement de rapprochement progressif était aussi stimulé par le besoin d'exister en tant que continent indépendant entre la toute-puissance américaine et le bloc soviétique. Mais, au fil des traités de Rome, de Maastricht et de Lisbonne, puis via les ralliements concertés de nouveaux pays membres, le machin décrit par Charles de Gaulle s'est très vite transformé en Europe des 9, puis des 12, jusqu'à obtenir la situation actuelle, d'avril 2019, regroupant 28 États membres, Royaume-Uni encore inclus, incroyablement différents en termes de superficie, de taille démographique, de culture, comme de niveau de développement et de poids économique, outre la variété des langues usuellement pratiquées. Or, le ressenti des peuples européens depuis de trop nombreuses années laisse penser que le bel idéal de départ s'est vu détourné de son objectif humaniste et pacifique pour devenir l'instrument des pouvoirs, surtout économiques et financiers, dont la gestion impose désormais aux populations concernées une proportion croissante de sacrifices pour de moins en moins d'avantages concrets et majoritaires en retour, à tel point que de nouvelles formes de nationalisme ressurgissent de toutes parts, jusqu'à faire envisager par bon nombre de citoyens une sortie de l'Union européenne, à l'instar des Britanniques et de leur Brexit. Contrairement aux caricatures encouragées par les promoteurs de l'Europe ultralibérale qui nous gouverne sans légitimité démocratique, et à la différence d'une minorité d'anti-européens stricts, farouchement nostalgiques d'un nationalisme aussi pur et dur que dépassé en raison des brassages de population, les eurosceptiques ne sont pas contre l'idée européenne, mais s'opposent seulement aux diktats économiques et financiers actuels et souhaitent au contraire retrouver le sens originel, et si original, de la fondation de ce projet, tel qu'il est encore théoriquement formulé dans le préambule officiel des traités de l'UE. Malheureusement, le mode opératoire et l'opacité délibérée des actuelles institutions européennes, ainsi que la politique économique et antisociale qui en découle, montrent un tel niveau d'incohérence et d'injustice que même les citoyens les plus modestes dotés d'une once de bon sens prennent désormais conscience du véritable hold-up opéré sur l'Europe par les tenants de la mondialisation ultralibérale. Bien que par ailleurs, dans certains autres domaines, ces citoyens profitent, à l'instar de beaucoup d'autres, de réels progrès directement dus à la législation européenne. 2. Quelle taille optimale? Depuis l'origine des premières sociétés humaines, le nécessaire regroupement des énergies individuelles pour dépasser ensemble les limites de chaque citoyen a naturellement donné naissance à la notion de frontière.
Partant du principe évident qu'une société n'existe que par la conjonction d'un temps et d'un lieu donné pour une population donnée, la dimension de l'espace requis définit bel et bien un contour appelé frontière, dont la nature physique était souvent due à quelque obstacle géographique maritime ou terrestre, tandis que l'histoire et son progrès ont très vite permis aux populations de s'affranchir de ces contraintes naturelles. Il apparaît donc que les frontières actuelles sont avant tout le résultat totalement aléatoire d'une succession d'ambitions territoriales usant de mariages et de guerres stratégiques, ainsi que de centralisation culturelle aboutissant à terme à la mise en place de fictions religieuses, laïques ou idéologiques, mais également de niveaux et modes de vie aussi spécifiques que sécurisants, procurant l'avantage de se sentir vivre en communauté, mais aussi l'inconvénient notoire de ressentir les autres comme étrangers. Puisque nous avons désormais atteint une échelle planétaire, techniquement et physiquement accessible à tout un chacun, les contacts et rapprochements inévitables qui en découlent façonnent peu à peu une population mondialisée dont les mélanges induits devraient être à très long terme extrêmement bénéfiques, ne serait-ce que sur le plan déjà démontré de la génétique, même si, de nos jours, la rapidité potentielle de ce brassage se trouve douloureusement relativisée par les différences culturelles et cultuelles héritées de nations et autres religions encore si pesamment en place, via l'inertie des mentalités et l'intérêt dominateur des pouvoirs politiques ou temporels. On peut dès lors se poser la juste question de l'Europe dans ce contexte nouvelle nation-continent, dont l'utilité toute provisoire est de regrouper quelques dizaines de pays qui se croyaient hier encore concurrents, et comprennent un peu tardivement qu'ils ont des racines communes et quelques intérêts communs comparés aux entités d'échelle mondiale, que sont les États-Unis, la Chine, le Japon ou la Russie, sans même parler de bien d'autres pays émergents. Dans cette course folle à la gigantisation ou jumboisation, les pouvoirs politiques semblent suivre à reculons, plutôt mal gré que bon gré, le rythme et la logique imposés par des marchés mondiaux dont la rapidité opportuniste façonne désormais le globe sur le seul principe du profit financier maximisé à outrance. Cette question cruciale de la taille optimale de gestion collective est d'autant plus essentielle qu'elle conditionne la nature de la société du point de vue démocratique, avec le paradoxe de deux tendances aussi souhaitables que contraires. D'une part, il peut paraître logiquement utile et sécurisant d'augmenter l'échelle d'une société humaine donnée, et ce, pourquoi pas en passant de la taille d'un petit pays à celle d'un très vaste continent. Mais d'autre part, la gestion démocratique la plus transparente et participative présuppose une échelle humainement plus limitée, aussi concrète et locale que possible. Il est pratique pour un citoyen européen de pouvoir se sentir comme chez lui, dans n'importe quel endroit d'Europe, en utilisant la même devise monétaire comme en se sentant peu ou prou assujetti aux mêmes règles. Mais cela suppose de multiples relais démocratiques non biaisés entre le local, le régional, le national et le continental, ce qui est loin d'être le cas, malheureusement. De plus, la tradition centralisatrice française nous prépare sans doute moins bien que nos proches voisins à ce double équilibre d'autogestion locale ou régionale et de politique continentale, tandis que, par ailleurs, la majeure partie des décisions du gouvernement non démocratiquement établi de l'Union européenne interfèrent trop souvent avec les réglementations locales et nationales, et hélas, presque toujours dans l'intérêt aveugle de la logique mondialiste précédemment dénoncée. 3. Le hold-up de l'europortunisme. Du point de vue de l'électeur lambda, déjà largement conscient d'être un citoyen du monde, bien autant que de l'Europe, le doute entretenu par la triste réalité actuelle de l'UE provient avant tout du contraste flagrant entre les évolutions économiques et politiques du vieux continent. L'accélération du projet d'origine par la multiplication des pays participants, censés devoir répondre à une nécessité stratégique intercontinentale urgentissime, a surtout bénéficié aux grands pouvoirs économiques et financiers, en créant les conditions d'un vaste marché intérieur totalement déséquilibré par des régimes de taxation et de coût du travail de facto incompatibles. La suppression totale des frontières commerciales intra-européennes, pour le moins précipitamment décrétée et imposée, a encouragé et légalisé une concurrence déloyale évidente, permettant aux entreprises françaises de délocaliser leur production vers les pays à moindre coût, ainsi qu'à ces derniers d'exporter en retour vers la France
à prix cassés, des produits et services, de qualité souvent plus que douteuse, non respectueux des multiples contraintes imposées par la législation française, aggravant doublement les pertes d'emplois qui en résultent. Ainsi, l'Union européenne, terme à la longue plus pudique que celui trop explicite de marché commun, est-elle devenue le simple relais d'exportation des contradictions socio-économiques entre l'échelon national et l'échelon planétaire, en remplaçant les risques d'une guerre militaire supplémentaire par la gestion très approximative d'une guerre économique qui ne dit pas son nom, et dont le seul progrès tout relatif est d'empêcher la majorité exploitée de vivre mieux au lieu de la faire mourir dans les tranchées. Par le biais d'une croissance géographique sans nul doute prématurée, les pays fondateurs du premier traité se sont délibérément contraints à financer le développement capitaliste des nouveaux arrivants en faisant profiter leurs principales entreprises, aux dépens de leurs propres économies, en termes d'emploi et de progrès social, remettant en cause le fruit de tous les sacrifices consentis par des générations de travailleurs. Il en résulte ici qu'infecté par ces nouvelles règles du jeu, le modèle social français, qui fut longtemps un exemple d'économie mixte tout relativement égalitaire, se trouve aujourd'hui dénoncé par les gouvernements successifs et décrit dans leurs médias comme un monceau de privilèges dépassés à réformer d'urgence dans le seul but de se rendre toujours plus compétitif vis-à-vis des pays low-cost du même continent, voire du reste du monde. Loin d'être justifiable à la façon d'un acte désintéressé de pure charité vis-à-vis des économies les moins développées de l'UE, ces directives de nature antisociale, dictées par la Commission européenne et réitérées à la moindre occasion par tous nos responsables politiques, cachent trop mal la trahison de gouvernements assujettis aux pouvoirs économiques dominants, et ce, de façon plus éclatante et assumée que jamais depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Pourquoi ouvrir totalement les frontières commerciales du jour au lendemain sans s'assurer d'un minimum de compatibilité en matière de taxation, de coût du travail et de respect des contraintes sociales, sanitaires et techniques? Pourquoi autoriser les travailleurs détachés à concurrencer d'autres citoyens européens en sachant pertinemment que ce véritable passe-droit prive le pays d'accueil de ressources fiscales et profite injustement à l'entreprise étrangère ou délocalisée? Pourquoi mettre en place une monnaie commune avec autant d'empressement et s'arrêter en si bon chemin dès lors qu'on prétend vouloir empêcher les mouvements financiers frauduleux, mais sans oser supprimer les paradis fiscaux blanchisseurs d'argent sale au sein même de l'UE? Pourquoi interdire en France l'utilisation de certaines colles, de certains produits phytosanitaires, ainsi que d'engrais et d'hormones, tout en important par obligation européenne des produits industriels, des denrées et autres produits animaux contenant ces mêmes ingrédients illicites? Pourquoi ne pas informer les consommateurs européens sur l'origine véritable des produits et aliments qu'ils achètent et consomment, si ce n'est pour en cacher trop souvent l'origine géographique non européenne et le plus souvent chinoise? Pourquoi encourager délibérément le commerce à grande échelle entre mégastructures industrielles, avec les conséquences que cette politique induit sur les transports à grande distance, le besoin artificiel d'infrastructures géantes et la pollution qui résulte des poids lourds et des porte-conteneurs, quand on prétend faire de la transition écologique une priorité vitale? Ne serait-il pas plus logique d'imposer des limites de distance et de transport susceptibles de réduire l'impact environnemental, tout en assurant une meilleure répartition géographique de l'emploi? Pourquoi ne pas lutter contre la prolifération du cancer et des maladies cardiovasculaires en généralisant au plus tôt l'agriculture biologique, autant qu'en éradiquant d'autorité l'utilisation des poisons phytosanitaires de l'agriculture intensive, de même qu'en prohibant à l'échelle continentale tous les abus de l'industrie agroalimentaire en ce qui concerne le sel, le sucre, les graisses et autres additifs chimiques? La réponse à ces divers pourquoi n'est hélas que trop évidente et montre l'ampleur du hold-up historique pratiqué sur l'Europe par les véritables pouvoirs économiques et financiers via les lobbies dont les immeubles de bureaux encerclent littéralement le Parlement européen. La majeure partie des avancées et des politiques de l'Europe s'explique par les besoins concrets de l'économie et de la finance internationale, y compris la politique migratoire de la passoire pseudo-humanitaire, dont le premier but est d'importer massivement une population plus docile, suffisamment affamée pour accepter le nouvel esclavage que suppose l'optimisation financière.
et suffisamment naïve pour tomber dans les pièges de la surconsommation et de l'excroissance, tout en créant une concurrence sociale au sein même des populations, dans l'indifférence totale des conséquences culturelles ainsi engendrées. Tout cela confirme une fois de plus que le véritable pouvoir est de nature économique et sociale, la structuration politique n'étant que la consécration ou finalisation institutionnelle d'une réalité dictée par la suprématie concrète de l'argent. On comprend dès lors que l'image de la politique dans l'opinion majoritaire soit à ce point déplorable, puisque les gouvernements successifs s'avèrent non seulement impuissants, mais de plus en plus réticents à limiter les effets pervers de la mondialisation sur la société, abandonnant leur rôle crucial de régulateur et de garant de la paix sociale par incompétence, ou pire encore, par la corruption d'un intérêt délibérément partagé avec les surdominants les plus puissants. Que le monde soit dirigé de facto par les leaders spontanés de la vie quotidienne économique, sociale et culturelle n'est pas un problème en soi, aussi longtemps que ceux-ci comprennent que leur responsabilité publique directe sur l'équilibre social suppose un minimum de justice ainsi que les obligations qui en découlent. Napoléon lui-même affirmait textuellement que « l'homme en naissant porte en lui des droits sur la portion des fruits de la terre nécessaires à son existence » et que « l'abus de propriété doit être réprimé chaque fois qu'il nuit à la société ». Voilà un excellent et percutant résumé de la complémentarité entre l'économique, le social et le politique. Un génial bon sens dont ferait bien de s'inspirer les promoteurs autoproclamés de l'Europe, car le moins que l'on puisse dire est qu'ils cultivent la contradiction au point de friser le mensonge permanent. 4. Les ambiguïtés politiques. À l'occasion de chaque élection parlementaire européenne, on peut régulièrement surprendre les responsables politiques des partis majoritaires en train d'affirmer dans la même phrase que promouvoir l'Europe, c'est aussi consolider la souveraineté nationale, même si les termes peuvent naturellement varier d'un orateur à l'autre. Si elle n'est pas la preuve d'un mensonge éhonté, la bêtise contradictoire d'une telle affirmation est en tout cas une insulte directe au bon sens du citoyen qui l'entend exprimer, tant il est par définition logique que si une Union européenne doit commencer à exister politiquement, cela suppose la disparition symétrique et proportionnelle du pouvoir et de l'autonomie politique de chacun des pays qui la composent. En tant que citoyen européen, bien autant que français, de la majorité silencieuse, on ne peut que souhaiter a priori faire partie d'une sorte de fédération européenne, si cela peut aider à simplifier les relations entre nations autant que la vie quotidienne, ainsi que stimuler l'économie et la vie sociale pour le plus grand bien de tous, en étant plus forts ensemble contre une concurrence désormais intercontinentale, voire planétaire. Après tout, il est frappant de constater avec quelle facilité et quelle absence de débat passionnel les citoyens européens concernés ont abandonné leur monnaie nationale respective lors de la mise en place de l'euro, et le principe d'un gouvernement européen récolterait depuis longtemps l'assentiment de la majorité des électeurs pour peu que la constitution proposée soit intelligible et, si possible, encore plus démocratique que les constitutions nationales actuelles. Pour chaque citoyen français, devoir s'acquitter de ses impôts à Bruxelles, voire Strasbourg, au lieu de Paris, ne ferait pas beaucoup de différence, à plus forte raison si cette continentalisation s'accompagnait d'une plus grande autonomie locale ou régionale, pour l'essentiel de ce qui constitue notre vie quotidienne. La mise en commun européenne de plus puissants moyens financiers, ainsi que l'uniformisation totale des impôts, taxes et lois, pourrait recréer les conditions d'une société plus ouverte et d'un marché plus juste et plus prospère pour la majorité des citoyens concernés, toutes choses propices à susciter enfin une nouvelle conscience collective élargie au continent. Alors, pourquoi la construction politique de l'Europe ne suit-elle pas, même à quelques années près, le rythme fou de sa structuration économique? Pourquoi, plus de 60 années après la signature du traité de Rome et la naissance du marché commun, l'union politique est-elle à ce point en panne chronique, offrant seulement comme preuve de pseudo-existence la plus monstrueuse usine à gaz technocratique de l'histoire? Pourquoi l'Europe a-t-elle 24 langues officielles et 3 langues dites de travail, anglais, français, allemand, au prix de budgets de traduction disproportionnés et dont les seules conséquences pratiques sont avant tout la complexité et l'inefficacité?
Pourquoi les parlements nationaux ne sont-ils pas supprimés et une bonne fois pour toutes remplacés par le Parlement européen, puisque ce dernier est déjà censé avoir voté plus de 60% des lois nationales en vigueur? Pourquoi, de même, la Commission européenne qui gouverne l'Europe ne remplace-t-elle pas les multiples gouvernements nationaux, à condition d'être démocratiquement élus par les citoyens européens? Pourquoi élire un président de la République française, ainsi que des centaines de députés et autres sénateurs, si l'essentiel de leur travail est déjà doublé et surpassé par des lois et décisions européennes légalement prioritaires? Par ailleurs, pourquoi conserver les drapeaux et hymnes nationaux quand le drapeau et l'hymne européen devraient suffire à s'identifier, les pays devenant alors de simples provinces administrées par un gouverneur? Pourquoi, après tant de temps passé en négociations à trop petits pas, n'y a-t-il toujours pas de frontières communes dignes de ce nom, ni de défense européenne dûment intégrée? Pourquoi, enfin, les politiques européennes ne s'alignent-elles pas systématiquement sur le pays offrant le meilleur exemple ou la meilleure expérience, quel que soit le domaine pratique concerné, en assurant la priorité du qualitatif humain sur le quantitatif comptable? La réponse, paradoxalement commune à toutes ces questions, hélas non exhaustive, est que le beau projet européen a pour fonction de rester in aeternam à l'état de projet impossible, puisque le frein le plus puissant et le plus permanent n'est autre que la volonté politique des principaux gouvernements de ne jamais aboutir. Officiellement, la réponse aux mêmes questions est évidemment aux antipodes de cette réalité cachée, et tous les élus et autres technocrates qui parasitent cette mégastructure institutionnelle et en vivent si grassement aux frais des contribuables, vous expliqueront doctement que le moindre accord est très compliqué à obtenir, pour cause d'intérêts contraires, de traditions incompatibles ou de niveaux de vie trop différents, voire à cause de la contrainte procédurale de l'unanimité, tandis qu'entre deux élections, les responsables nationaux profiteront de l'UE comme prétexte à ne pas pouvoir répondre aux attentes de leurs électeurs, ou se prétendront contraints de suivre le chemin exactement opposé à leurs promesses par respect envers les traités et les directives d'une Commission européenne décidément toute puissante. Si tel est bien le cas, après plus de 60 années de soi-disant construction européenne pour un si pitoyable résultat, force est alors de reconnaître que l'union politique est effectivement impossible, et l'UE doit alors logiquement s'autodissoudre en tant que projet politique en rendant à chaque État son autonomie et son entière souveraineté, quitte à ne maintenir en commun que les seuls projets profitables à tous par le regroupement rationnel des énergies et des moyens financiers, comme c'était le cas au tout début de cette folle aventure. Après tout, il n'est nul besoin de fusionner politiquement pour entreprendre d'excellents projets aussi concrets que les brillantes réussites d'Ariane ou d'Airbus, et la même synergie pourrait s'appliquer utilement à la transition climatique, aux nouvelles technologies ou même à l'intelligence artificielle pour se maintenir à flot dans la course mondiale de la recherche de pointe. Mais que nenni, hélas, la quête d'une union politique effective et durable est le dernier souci des gouvernements concernés, puisque le véritable but de cet interminable chantier était et reste désormais de seulement dissoudre les échelons nationaux sans pour autant maîtriser politiquement les libres marchés économiques et financiers qui profitent pleinement de cette situation intermédiaire. Le deal, de fait, qui s'est donc installé, consiste à démolir suffisamment les frontières et les États pour que les profits des leaders économiques puissent être maximisés par des différences volontairement maintenues entre les économies des nations concernées, tout en récompensant les décideurs politiques par la multiplication infinie d'opportunités de carrière technocratiques au sein de la gigantesque machine européenne. À charge pour ces derniers de persuader les peuples que l'Europe progresse dans l'intérêt général et que l'union politique reste le but suprême, en se gardant bien de rendre possible une telle éventualité. Dans les eaux saumâtres et poissonneuses de ce vaste estuaire opaque, toujours élargi par une imagination technocratique sans limite, les lobbies carnassiers et leurs politiciens compromis peuvent se régaler en toute confiance et trahir les populations en totale impunité, quitte à blanchir l'argent trop sale et maintenir l'évasion fiscale dans les petits paradis fiscaux délibérément entretenus à cet effet au sein même de ladite Europe. Dans cette optique, l'Union continentale promise se réduit à un tissu de mensonges et de contradictions savamment dosées
pour constituer le marchepied européen de la mondialisation, dans l'intérêt prioritaire du capitalisme financier le plus débridé, noyant peu à peu de trop rares initiatives réellement sociales et positives dans le contre-courant d'un océan bassement mercantile. Comment s'étonner dès lors que chez tous les peuples concernés, les classes moyennes, de plus en plus conscientes d'avoir été trahies via la preuve palpable et quotidienne de leur paupérisation croissante, se démotivent d'abord par une abstention massive en se désolidarisant des partis libéraux pro-européens, avant de se remotiver contre l'Europe en rejoignant bien malgré eux, faute d'autres choix intermédiaires, les partis eurosceptiques ou nationalistes, comme c'est le cas aujourd'hui. Le pourrissement idéologique du concept européen n'est que le fruit indigeste du double langage délibérément entretenu par les partis gouvernementaux qui se relaient dans une fausse alternance grâce à des systèmes électoraux non démocratiques, faute de stricte proportionnalité. De fait, il suffit de penser au nombre de mandats politiques et d'emplois administratifs, déjà quasiment fictifs car inutilement redondants, qui seraient supprimés en cas de fusion politique européenne totale, pour comprendre que les décideurs nationaux en place n'ont aucun intérêt à faire disparaître leur propre raison d'être. Le vrai drame qui a d'ores et déjà transformé le rêve européen en cauchemar de désillusion tient tout entier dans ce paradoxe, puisque ceux-là même qui ont le pouvoir de faire avancer la construction politique en seraient les premières victimes en termes de perte d'emploi, de privilèges et d'opportunités. 5. Quelle solution ? Il faudrait le courage historique d'un Gorbatchev signant l'acte de disparition de l'URSS, en toute conscience de sacrifier son poste et son avenir personnel, pour que notre très vieux continent rajeunisse soudainement en une toute nouvelle et méga-entité riche d'une diversité culturelle supérieure à ses composantes nationales. Potentiellement, et sans doute, dans leur écrasante majorité, les peuples européens sont déjà prêts depuis longtemps, et il serait assez facile de leur faire comprendre l'inutilité et l'obsolescence avérée de l'échelon politique national dans le contexte d'une Europe enfin totalement unie, au sein de laquelle un minimum d'uniformisation cohérente respecterait, en la complétant, un maximum d'autogestion locale ou régionale réellement démocratique. Mais une telle évolution serait totalement contraire aux intérêts déjà en place, que ceux-ci soient politiques ou technocratiques, économiques ou financiers. Si les dirigeants des pays fondateurs de la première Europe faisaient preuve de conscience ou de courage altruiste et désintéressé, voire d'idéal humaniste, dans le noble but de promouvoir la paix et le progrès pour le bien de tous, ne serait-ce que pour enfin mettre leurs actes en conformité avec leurs discours, le seul moyen de redonner un sens à l'Union européenne consisterait à faire fusionner quasiment du jour au lendemain, par un acte réellement historique, les partenaires principaux que sont l'Allemagne, la France et le Benelux, pour n'en faire qu'un seul pays multilingue à la façon de la Suisse. Seule manière de créer un électrochoc susceptible de voir conséquemment s'agréger tous les autres pays, à commencer par ceux de la zone euro. Car lorsqu'on est devant un obstacle, à plus forte raison un fossé aussi profond que l'impasse européenne d'aujourd'hui, la seule manière d'avancer est de prendre son élan pour franchir résolument le pas grâce à un saut digne des circonstances, faute de quoi il vaut mieux renoncer définitivement. Or, à beaucoup d'égards, l'Europe d'aujourd'hui en arrive à ce point historiquement crucial du quitte ou double, et ses gouvernements, trop étroitement attachés aux seuls intérêts économiques et financiers du libéralisme mondial, ne parviennent plus à vendre leur profitable statu quo en enfumant les foules via les médias populaires, tant la réalité de l'appauvrissement vécu par les classes moyennes contredit et trahit leurs manœuvres politiciennes. Le pire est qu'en poursuivant cette politique mensongère, les nouveaux sorciers du capitalisme exacerbé jouent avec le feu en suscitant la résurrection d'un certain nationalisme parfaitement justifié par l'absence d'Europe politique et sociale, avec le risque que les caricatures stratégiquement entretenues, sans offrir la moindre option intermédiaire et modérée, aboutissent au retour des nationalismes purs et durs. Dans ce menaçant contexte, Emmanuel Macron, en gestionnaire financier politiquement immature et inconscient, se plaît à foncer tête première dans la brèche de la division mortifère du peuple dont il est censé garantir la cohésion. Encore quelques crises économiques doublées de déclassement social, en laissant s'épanouir sans contrôle
la logique ultralibérale de la Commission européenne, et tous les ingrédients du retour au risque du XXe siècle seront à nouveau réunis sur l'autel de l'histoire, comme le montre déjà le retour en force des moyens policiers et militaires, ainsi que l'exacerbation de plus en plus intolérante des croyances religieuses. Enfin, lorsque la machine économique aura atteint le paroxysme de sa contradiction, en même temps que les limites tolérables de l'exploitation humaine, le degré de pure violence atteint paralysera la consommation courante au profit des dépenses militaires, pour le plus grand bonheur des ultras en tout genre et de l'industrie de l'armement. Contre cette vision pour le moins angoissante et pessimiste, on peut se demander si, faute de mieux, il ne serait pas paradoxalement souhaitable que les partis populistes européens soient assez forts pour diriger l'Europe dans une direction plus favorable au peuple, compte tenu des dégâts déjà causés par la politique sciemment ultralibérale de la Commission européenne avec le soutien actif ou la tolérance complice de la plupart des gouvernements du continent. 6. L'issue référendaire? Vu la gravité des circonstances et l'absence de résultats tangibles en matière d'union politique, après 60 années de tergiversation dont nous savons désormais que le but en apparence proclamé est sans cesse repoussé par les décideurs profiteurs de la situation actuelle, il serait logiquement indispensable que les peuples européens puissent s'exprimer directement, via un processus référendaire, et non plus par le biais de leur représentation nationale faussée, sur le bien-fondé du projet européen tel qu'il se trouve encore proposé par l'association de malfaiteurs financiers qui nous dirige de fait, avec à la clé la possibilité concrète de se sortir de ce guêpier mortifère pour la cohésion sociale des nations concernées. Les Britanniques, heureux sujets d'une royauté finalement plus démocratique que bien des républiques voisines, ont eu l'occasion de se prononcer par référendum et de choisir en toute conscience la sortie de l'Europe, ce qui est techniquement possible en quelques mois, pour peu que la volonté politique des parlementaires du pays sortant s'avère cohérente avec le choix majoritaire de leur peuple. Or, au grand dam, apparent, d'une Theresa May, en responsabilité au moment d'écrire ce chapitre, c'est compter sans les intérêts bassement partagés des pouvoirs économiques, financiers et politiques en place, dont le but commun, depuis la sortie démocratiquement décidée par les sujets de Sa Majesté, est de retarder cette échéance en la compliquant indéfiniment sous de fallacieux prétextes juridiques, douaniers et donc technocratiques, avec le double avantage de maintenir aussi longtemps que possible les profits du business as usual entre ce royaume et le continent, et surtout de décourager tous les autres peuples éventuellement désireux d'imiter les Britanniques. En jouant simultanément la montre et la peur sur fond de crise politique artificielle, les parlementaires concernés espèrent même aboutir à l'annulation du Brexit via un nouveau référendum, et ce, dans l'irrespect total d'une décision démocratique pourtant limpide. Selon ce que prétend ces jours-ci une femme politique, tête de liste de la Macronie européiste, en entrant en campagne pour les toutes prochaines élections du Parlement européen, les Britanniques, leurrés par des eurosceptiques sans doute pilotés depuis d'autres continents et dont elle assimile explicitement tous les arguments à des fake news, ne savent plus que faire près de 3 ans après leur folle décision, au point qu'un nouveau référendum serait sous-entendu souhaitable pour rectifier le tir, permettant aux mauvais Européens de se racheter, de peur de ne plus pouvoir importer assez de nourriture, de médicaments, voire de papier toilette. Pourtant, la catastrophe, garantie au Royaume-Uni depuis le référendum, tarde à se profiler et, longtemps après la fatidique décision de nos voisins, l'économie britannique est très loin de connaître la crise majeure promise à tout pays désireux de reprendre ses billes, tandis que des accords bilatéraux respectant les intérêts partagés de tous les pays concernés pourraient aisément remplacer presque du jour au lendemain les échanges actuels artificiellement maintenus. Mais il faut à tout prix décourager les velléités d'indépendance des peuples autant que leur droit légitime de s'autogérer à leur guise, alors même que, précisément, l'euroscepticisme et l'europhobie ambiante résultent directement des effets socialement et sociétalement pervers du libéralisme imposé dans une totale et volontaire incohérence politique et fiscale. Or, chacun sait que lorsqu'on s'est fourvoyé dans une impasse, il n'y a guère d'autre issue que de reculer temporairement afin de pouvoir choisir une autre voie, ce qui implique la remise en cause fondamentale de la Constitution européenne telle que celle-ci résulte des multiples traités signés sans l'accord explicite et direct des peuples.
Et puisque les dirigeants véritables de l'UE n'ont aucun intérêt à changer les choses en sacrifiant leurs privilèges politiques ou financiers, tout porte à croire, hélas, que la situation empirera jusqu'à l'effondrement du château de cartes européen, faute de solides bases sociales, assumées avec un minimum de justice. Il faut en déduire que, pour chacun des pays concernés, la seule option possible aujourd'hui réside dans l'exigence populaire de la tenue d'un référendum pour ou contre le maintien dudit pays dans l'Union européenne, afin de reconstruire des liens équilibrés sur les seuls projets communs profitables à tous les peuples concernés. En attendant, la crise actuelle est renforcée par l'incohérence et l'inefficacité de nombre de décisions européennes, particulièrement en ce qui concerne la politique agricole commune, PAC, mais aussi la recherche ou l'éducation, indépendamment des priorités économiques et sociales qui constituent l'essentiel d'un échec désormais patent aux yeux de la majorité des Européens. Même avec les meilleures intentions de départ, dans de trop nombreux domaines, les fonds européens, aussi copieux soient-ils, sont le plus souvent mal répartis et mal utilisés, se prêtant à maint détournement du sommet des décideurs jusqu'à la base des bénéficiaires, sans réelle possibilité de contrôle contre la fraude et la corruption que de telles masses d'argent suscitent inévitablement en l'absence de toute transparence démocratique, phénomène déjà trop fréquent à chaque niveau national, mais ici d'autant plus incontrôlable que l'échelle est continentale et transfrontalière. La déconnexion de la technocratie européenne vis-à-vis de la réalité a, par exemple, suscité la décision d'encourager la recherche croisée entre grandes écoles, universités et autres centres de recherche de tous les pays membres concernés, ce qui, pendant l'année précédant la date butoir des candidatures, a curieusement abouti au montage précipité de multiples projets de partenariat, sous n'importe quel prétexte vaguement défini, sans besoin réel préexistant de la part des institutions ainsi favorisées, dans l'unique but de profiter de la copieuse manne financière à la clé et de s'offrir en prime l'occasion de colloques et de séjours d'une utilité plus que douteuse, de préférence au soleil de la Méditerranée. C'est sans doute la première fois dans l'histoire que, par la grâce des technocrates, le financement de multiples recherches a ainsi pu précéder, pour ne pas dire remplacer leur finalité improvisée, avec les piètres résultats pratiques que l'on peut aisément observer au travers de la moindre enquête approfondie. Ainsi, l'Europe, injustement privée d'unité politique autant que d'uniformisation légale, pour les raisons que l'on sait, reste un terrain de jeu au sein duquel chaque pays membre tire la couverture à soi, sans aucune conscience collective autre que de façade, tandis que ce manque d'intercohésion minimale retarde la moindre décision potentiellement positive en une sorte de procrastination délibérée, largement encouragée par la structure si biaisée et opaque des procédures décisionnelles, des règles d'unanimité et autres contraintes formelles ingérables, comme le montrent par exemple les interminables négociations sur l'interdiction du glyphosate, parmi tant d'autres pesticides. Et que dire des actions plus volontaires du machin redouté par le général de Gaulle, s'agissant de la PAC ou de l'ubuesque marché des énergies, entre maintes autres réglementations de plus en plus contradictoires, à plus forte raison face aux beaux discours sur la lutte contre le réchauffement climatique. De fait, la double existence, dramatiquement redondante, de pays désormais trop partiellement indépendants et d'unions volontairement incomplètes, perpétue une situation de plus en plus insupportable avec le temps, s'agissant autant des conséquences quotidiennes sur le citoyen de base que du fonctionnement de plus en plus grippé des rouages de la machine à tromper, qu'est devenu le concept européen. Dans de telles conditions, comment s'étonner de la renaissance des nationalismes, si courageusement décriés par ceux-là même qui en sont responsables, et comment ne pas approuver le besoin pour chaque peuple de recouvrer sa pleine souveraineté pacifique après 60 ans d'une telle arnaque? Autre inconvénient de cet interminable chantier européen. Les pays membres sont dépossédés de la moindre protection nationale vis-à-vis des abus patents de la mondialisation, tandis que l'Europe, n'existant toujours pas en tant qu'entité politique, se laisse trop volontiers envahir de populations non choisies, sans contrôle minimal aux frontières ni cohérence avec les besoins économiques correspondants, induisant la même vulnérabilité que dans le cas des échanges déséquilibrés propres aux produits de grande consommation. Mais tout s'éclaire pour qui sait lire entre les lignes des documents officiels, en replaçant les aberrantes décisions, ou même absence de décision,
de l'UE dans la logique des intérêts économiques et financiers, qui leur procurent quelque cohérence, et peu importe ici les conséquences toujours plus douloureuses de ces politiques, tant qu'elles seront assumées à grands frais par des citoyens médiatiquement bernés, au point de reconduire périodiquement, faute de choix, les mêmes pseudo-majorités préfabriquées. 7. L'issue nationale et démocratique. Finalement, à bien considérer le vaste sujet de cette réflexion, l'essentiel de ce qui est à redouter n'est pas plus la construction que l'éclatement d'une Europe si pitoyablement fictive, dans la mesure où cette échelle continentale s'avère déjà largement dépassée par la réalité prédominante du commerce mondialisé et de ses chaînes de valeur. Par ailleurs, au vu des observations qui précèdent, force est de constater qu'une Europe politiquement unie tient beaucoup plus de l'utopie que du réalisme et rendrait nettement plus difficile l'avènement nécessaire d'une véritable démocratie au service de la majorité citoyenne, sachant précisément qu'un tel système suppose de fait une gestion aussi proche et directe que possible des administrés. Tout cela donne apparemment raison au positionnement européen d'un Nicolas Dupont-Aignan, voire d'un Jean-Pierre Chevènement, dont les visions gaulliennes respectent à la fois le besoin de souveraineté nationale et celui d'une coopération étroite entre États indépendants sur des projets concrets, pour peu que ces derniers soient sélectionnés dans l'intérêt majoritaire de chacun des peuples concernés, seule condition d'une union sans perdant. Du point de vue démocratique, il s'avère en effet plus que jamais souhaitable de concevoir l'avenir sous l'angle d'une gestion nationale, régionale et communale aussi complète que possible, ne serait-ce que pour rester dans les limites d'une échelle humaine où chaque citoyen serait appelé à se sentir responsable vis-à-vis de sa communauté, ce qui, hélas, est encore loin d'être le cas. Une telle évolution n'aurait rien de rétrograde ni de contradictoire vis-à-vis d'une conscience européenne ou planétaire, puisque chacun se sent déjà affectivement enraciné dans son terroir, son village, son quartier ou sa ville, tout en se sachant de fait citoyen d'un monde dont les nations sont étroitement interconnectées, dont l'équilibre écologique tellement fragile nous rend de plus en plus co-responsables. Ainsi, pour tout besoin de collaboration internationale, les traités, engagements et projets concrets, concernant par exemple la cruciale transition écologique, peuvent parfaitement se concevoir entre États redevenus indépendants, plutôt que dans le cadre alourdi, ingérable et si délibérément complexifié de l'Europe technocratique obtenue après plusieurs décennies de surdomination minoritaire. Il semble que, quelle que soit la taille démographique concernée, le cœur du problème reste la question du maintien d'un minimum de justice sociale vitale dans la répartition du gâteau planétaire et de ses ressources naturelles limitées. De ce point de vue-là, l'échec social de l'Europe, tel que celle-ci fait encore semblant de se construire après 60 années de supercherie et d'impatience populaire déçue, remet en cause non seulement l'utilité et la pertinence de ce projet impossible, mais aussi l'indispensable besoin de gouvernement national, ce qui est nettement plus grave. En effet, à cause du hold-up pratiqué sur le vieux continent depuis des décennies, les États européens ont été privés de toute liberté d'action socialement positive au travers de la suppression programmée de leurs frontières et de la prise de contrôle absolue des pouvoirs économiques et financiers privés, avec pour résultat actuel la paralysie, l'inefficacité et la nocivité des politiques nationales, doublée de l'irrespect général croissant qui en résulte, tant vis-à-vis des lois que des responsables politiques. Ce délitement de l'autorité et de la puissance effective de l'État est la conséquence politique directe de la privatisation de l'Europe et du remplacement du gouvernement public par la gouvernance privée, avec, hélas, pour conséquence, l'extrême complexité des procédures, l'absence de tout contrôle ou contre-pouvoir citoyen, l'inefficience des priorités imposées et l'inefficacité des dispositions légales qui en découlent. Il n'est qu'à considérer la lenteur croissante qui caractérise la création de chaque nouvelle loi, autant que la modification des réglementations existantes. Les études préalables, les débats nécessaires, tout comme les procédures de plus en plus complexes qui ont peu à peu sclérosé les fonctions législatives et exécutives, ont tendance à plomber la réactivité en proportion directe de l'échelle politique concernée, ce qui explique qu'il faut le plus souvent 12 à 18 mois, voire plus de 2 ans, pour appliquer concrètement la moindre mesure d'envergure nationale, et carrément une décennie, sinon 2, s'agissant du contexte européen.
Cela revient à dire que plus l'échelle de gestion est importante, moins la décision prise peut être efficace en termes de réactivité et de conséquences pratiques positives, tant la réalité socio-économique ou culturelle est susceptible d'évoluer entre-temps sur un rythme qui ne cesse de s'accélérer au fil des années. Cette inertie croissante s'illustre par exemple en France dans la difficulté d'adaptation de l'éducation nationale aux nouveaux besoins professionnels autant qu'aux nouvelles technologies, lorsque des filières pourtant récentes mènent des étudiants à l'impasse d'une carrière trop tôt saturée, ou lorsque des matériels déjà obsolètes sont distribués à grands frais à un nombreux public d'élèves et d'enseignants trop souvent impréparés. Il faut en déduire ici que la gestion verticale descendante de tout pouvoir centralisé entraîne la plupart du temps plus d'effets contraires et contre-productifs que de progrès vérifiés, à l'opposé d'une gestion plus locale et plus proche du terrain, permettant la généralisation rapide d'expériences positives dûment avérées. En ajoutant à cela le manque de transparence et de contrôle, mais aussi les fraudes et abus de pouvoir qui caractérisent un risque exponentiel en fonction de l'échelle de gestion, on ne peut que souhaiter un avenir plus localement et régionalement maîtrisé au sein des nations déjà établies par l'histoire, seule façon de garantir simultanément la démocratie et la justice sociale, moyennant toutefois une redéfinition de ces deux conditions sine qua non de la paix civile. Concernant la présente réflexion sur l'aventure européenne, la digression nécessaire qui a précédé signifie visiblement que les États impliqués doivent non seulement se libérer de l'UE telle qu'elle a pu être improvisée par la seule logique aveugle du profit, mais encore que cette reprise en main de chaque destin national doit s'accompagner d'une démocratisation effective du pouvoir politique, particulièrement en France, pour ce qui nous concerne. Car, parallèlement au trop long spectacle d'une Europe politique sciemment impossible à construire, les électeurs français ont évolué en termes de conscientisation civique, et l'expérience de la crise chronique engendrée par la politique européenne a fini par desservir et user politiquement les intérêts minoritaires qui nous gouvernent, permettant au peuple français de mûrir en accéléré face aux besoins vitaux de justice sociale sur le plan économique et de démocratie sur le plan politique. Il apparaît donc certain que l'échelon national a toujours un très bel avenir devant lui, sans nullement risquer le retour des horreurs des siècles passés, pour peu que le pouvoir soit enfin remis tout entier dans les mains laborieuses des peuples, tandis que l'État national, à condition de devenir réellement représentatif, restera encore pour très longtemps indispensable. Mais une fois réformé de fond en comble par une gestion démocratique procédant du bas vers le haut, du local vers le national, afin de simplifier les rouages du pouvoir en le décentralisant et d'éviter à jamais que ce dernier s'exerce contre l'intérêt majoritaire des citoyens. Pour autant, sauf à élire par extraordinaire un personnage historique prodigieusement honnête et courageux, cette apparente et indispensable marche arrière ne sera jamais octroyée par les pouvoirs en place pour les raisons que l'on sait désormais, et devra donc s'imposer tôt ou tard par le biais d'un référendum d'initiative populaire ou citoyenne, lorsqu'une proportion critique des classes moyennes aura enfin compris en quoi consiste l'intérêt social, économique et politique d'au moins 70 à 80% des citoyens constituant la fameuse majorité dite silencieuse, car ignorée, surexploitée ou muselée par maintes formes de surdomination. La remontée des nationalismes, voire des régionalismes, qui semble mettre en péril la mauvaise comédie de notre théâtre européen, n'est donc que la conséquence des choix socialement injustes de ceux qui nous dirigent, comme de la plupart de leurs prédécesseurs. Et la seule façon d'éviter le retour d'une violence hélas compréhensible ne tient qu'au rééquilibrage indispensable de la politique économique et sociale en faveur de classes moyennes par trop mises à mal, faute de quoi le pire restera toujours possible. Or, pour qu'un tel changement de cap politique se réalise en matière sociale, il est nettement plus sûr et plus facile de compter sur chaque État indépendant via une nouvelle exigence démocratique imposée par la majorité de chaque peuple, plutôt que sur l'amalgame aléatoire d'une quelconque coalition européenne empêtrée dans les rouages labyrinthiques que l'on sait. En tout état de cause, la fuite en avant actuelle que représentent l'européisation et la mondialisation ne trahit qu'une basse manœuvre dilatoire
pour retarder autant que possible l'avènement d'une ère post-industrielle et post-financière pourtant inéluctable, dont l'heure sonnera au plus tard, lorsque les peuples actuellement les plus exploités, mais aussi les plus lucides, sauront exiger leur dû, ou à défaut, lorsque la stupide croissance aveugle qui nous est imposée se cognera au mur et au plafond du non-sens écologique et humain qui la caractérise. Dès lors, mieux vaut ne pas attendre les séismes historiques de telles échéances et profiter de la crise actuelle pour montrer l'exemple avant qu'il ne soit trop tard, afin qu'à l'opposé des rêves de science-fiction et des ambitions dévastatrices qui motivent les gouvernants d'aujourd'hui, vienne enfin le temps des citoyens matures, pleinement responsables de leur propre destin, seule façon d'obtenir un équilibre social pacifique, doublé de la constitution politique qui doit désormais le garantir. Reste à savoir comment réaliser les conditions pratiques de la justice et de la paix dans toutes les dimensions de notre vie quotidienne, par le double moyen d'une constitution enfin démocratique et d'une science économique digne de ce nom, vaste et ambitieux propos des réflexions à venir. Mars 2019.